Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord des Étoiles du droit et de l'innovation, le podcast qui vous propulse dans l'univers juridique de demain. Je suis Quentin Ramaget, juriste en droit des sociétés, LegalOps et fondateur de Legal Jedi. J'accompagne les directions juridiques et les cabinets d'avocats dans leurs projets de transformation. Je les aide à trouver l'équilibre dans la force, entre l'humain et la technologie. Je les aide à ne pas tomber du côté obscur du fameux « on a toujours fait comme ça ». Mais assez parlé de moi. Si vous êtes ici, c'est surtout que vous voulez entendre l'histoire de ces véritables aventuriers et visionnaires du droit. Ils nous viennent des quatre coins de la galaxie juridique. Ils sont juristes, avocats, notaires, éditeurs de LegalTech, entrepreneurs, mais surtout passionnés. Dans ce podcast, vous découvrirez des échanges captivants avec ces pionniers qui, comme nous, croient en un droit plus moderne, plus clair et surtout plus accessible. Alors embarquez avec moi à la rencontre de ces esprits révolutionnaires qui redéfinissent les contours de nos professions. Bonne écoute. Bien, bonjour à tous et bienvenue dans ce dernier épisode de la saison 1 du podcast des Étoiles du droit et de l'innovation. Et pour clôturer cette première saison, j'ai l'immense bonheur de me retrouver avec la Dream Team des LegalOps à Vivatech. Je suis donc avec Daria Viktorova, avec Amel Rechid et Claire Cacan. On est tous les quatre là pour un dernier épisode le plus fun et le plus riche possible pour vous faire un petit retour sur notre expérience Vivatech, pour vous parler de transformation, d'IA, de LegalTech et de bien-être aussi. Mais avant tout, je vais laisser mes chères interlocutrices se présenter rapidement pour ceux qui oseraient ne pas les connaître. Du coup, Daria, dis-nous un petit peu qui tu es. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc, moi, je suis Daria Viktorova. Je suis responsable juridique chez Darigal et je suis aussi formatrice en intelligence artificielle pour les professionnels du droit, mais pas que. En fait, j'ai commencé à former les juristes et les avocats, mais là, je pilote aussi la task force IA Data chez Darigal. Donc, je forme tous les collaborateurs du groupe. Donc, franchement, l'IA, c'est ma passion, qui s'ajoute en plus sur mes fonctions de juriste d'entreprise. Et du coup, bah, je m'éclate. Et c'est pour ça, notre expérience à Vivatech, c'était franchement c'est super intéressant et j'ai hâte à partager ce retour d'expérience avec vous. Et en plus d'être formatrice IA pour tout professionnel, tu es aussi formatrice IA pour les parents. Parce que pour ceux qui l'ont pas lu, dans le dernier épisode de la newsletter de Daria, il y a des petits conseils pratiques sur comment occuper vos enfants grâce à l'IA. Donc une approche vraiment originale pour faire rentrer l'IA dans la vie de nos enfants sans pour autant faire rentrer les écrans dans leur vie. Ça, je pense que c'est assez important. Et avec des super petits conseils sur les histoires interactives, sur les quiz, sur tout ça. Pour tous ceux qui ne sont ni juristes ni professionnels, mais qui sont juste des parents, n'hésitez pas à aller voir la dernière newsletter de Daria. C'est une petite pépite de, de bons conseils. Et du coup, Merci. maintenant, je me tourne vers Claire et Amel. Amel, dis-nous un petit peu qui tu es. Alors, enchantée de tout le monde et bonjour à tous. Je suis vraiment ravie d'être avec vous. Franchement, ça fait trop bien, trop du bien d'être sur ce podcast. Donc moi, c'est Amel. J'ai un parcours de juriste d'entreprise. J'ai travaillé dans différents secteurs. Donc, je travaillais dans la tech, dans la supply chain. Et ma dernière expérience et la plus longue, ça a été chez Leroy Merlin France. J'ai occupé des postes de juriste, responsable juridique, LegalOps. Vraiment, c'était top et je pense qu'on en reparlera un petit peu. Et depuis quelques mois, voilà, j'ai quitté Leroy Merlin avec Claire qui va se présenter juste après et pour lancer Your Legal Angel. Donc, c'est la plateforme qui est dédiée aux fonctions juridiques pour leur transformation. Et on s'éclate, hein, on s'éclate parce que, enfin, on est au contact des directions juridiques pour les aider vraiment à se transformer et être vraiment le petit guide juridique, le petit ange qui est là sur leur épaule pour leur dire allez-y, allez-y. Et donc vraiment plaisir d'être là pour partager tout ça et de parler aussi de Vivatech qui a été vraiment un moment génial pour aussi les fonctions juridiques. Et donc voilà, voilà, je te laisse la main Claire. Eh ben merci Amel. Donc moi je suis Claire, donc cofondatrice de Your Legal Angel avec Amel. J'ai un parcours de juriste. J'ai un parcours classique de juriste d'entreprise. Je suis originaire du nord de la France.
et j'adore ma région et donc j'ai j'ai fait ma carrière dans le Nord et du coup, plutôt dans l'écosystème, mulier, donc chez Fildar, Kiabi et Leroy Merlin et c'est là que j'ai eu, un coup de cœur professionnel, en travaillant avec Amel et en travaillant sur la transformation de l'équipe juridique. On s'est dit qu'on avait envie de le faire, mais d'avoir un rayonnement beaucoup plus fort, et de pouvoir le faire pour toutes les directions juridiques avec un fort levier de motivation autour de l'utilité. Et donc maintenant, notre but dans la vie, tous les matins quand on se réveille, c'est de se rendre utile, aux fonctions juridiques et de leur simplifier le quotidien. Je crois que vous y arrivez plutôt bien, parce que pour ceux qui vous suivent ou qui vous connaissent, on vous voit absolument partout. Euh, vous êtes, vous êtes dans tous les bons plans, dans tous les événements de transformation. Vous êtes là pour participer, pour intervenir. C'est vraiment top. Et effectivement, on va commencer par parler de Vivatech. Et pour tous ceux qui nous écoutent, on va vous raconter un petit peu les origines de cette aventure incroyable. Ça a commencé par Daria qui nous a raconté un jour comment elle avait réussi à obtenir son pass média pour Vivatech. Pour rappel, l'entrée normale coûte quand même dans les 600-700 euros. Alors que l'entrée presse, on nous déroule le tapis rouge et on nous sert le café. Daria nous Oui. dit qu'elle a obtenu une entrée presse grâce à sa newsletter, hein, qui est effectivement extrêmement qualitative. Et moi, ayant également ma newsletter Your Legal Angel, ayant un blog aussi très actif, très varié, on tente le coup aussi pour avoir une entrée presse. Et nous voilà avec 3 entrées presse pour un salon qui dure 4 jours, mais on va dire 3 vrais jours. Hein. Le samedi, c'est pour les familles, ça ne compte pas. Et Claire nous propose alors de co-couvrir l'événement sur les 3 jours. On s'est répartis un jour chacun. Nos agendas, ça tombait pile poil. On s'est retrouvés dispo chacun un jour différent. Et nous voilà partis pour 3 jours de salon sur le plus grand événement tech d'Europe. Avec, je crois que c'était Daria qui avait ouvert le bal le premier jour. Non, Ah c'était non, Non, c'était vous, pardon, c'était c'était Amélie Amel et Claire, ouais. Claire, pardon. Suivi de Daria et moi j'avais couvert le dernier jour. Vous pouvez d'ores et déjà découvrir un article sur le village de la justice qui a été publié un petit peu plus tôt aujourd'hui. Nous sommes le 3 juillet et que vous retrouverez également dans le magazine du management juridique, je crois, ou quelque chose comme ça, incessamment sous peu pour employer de beaux termes. Mais voilà, vous avez notre petit compte rendu, vous avez nos posts sur LinkedIn aussi. On vous a fait un petit récap sur LinkedIn et sur nos blogs respectifs. Et on va commencer donc par un petit feedback un peu plus approfondi. Claire, Amel, pourquoi est-ce que c'était pour vous essentiel d'y être et qu'est-ce que vous en avez ressenti de ce Vivatech d'un point de vue, sous un regard juridique? Bah, en fait, nous, c'était la première fois qu'on allait à Vivatech parce que c'est un salon qui existe depuis, plusieurs années en France et en fait, quand on est arrivé, déjà, ce qu'il faut se dire, c'est que c'est pas un événement qui est dédié, enfin, au juridique. Ça touche vraiment, toutes les entreprises et enfin, nous, on a été, franchement, déjà, la taille, du salon, c'est quand même, énorme. Faut se dire que c'est un peu une petite ville, hein, où il y a vraiment, tout ce qui peut se passer en termes d'innovation, en termes de tech. Donc, il y a Tesla, il y a des délégations aussi de toutes les nationalités qui sont représentées sur le salon. Et c'est vrai que ça fait tout de suite un effet waouh, limite on se dit on est tout petit, voilà. Et donc, on arrive sur le salon et donc nous, forcément, dans le cadre de notre activité, on est amené à côtoyer beaucoup les legal tech. Donc, forcément, on fait un peu un tour, enfin, sur les différents stands parce qu'on a déjà des partenaires avec lesquels on collabore. Il y a aussi des nouvelles pépites qui sortent et donc c'était aussi l'occasion pour nous, d'aller un peu se rendre compte de, qu'est-ce qui est en train de sortir, quelles sont les nouvelles trends aussi qui vont sortir pour les fonctions juridiques, en allant tant sur les stands des legal tech, mais aussi un peu, ailleurs. L'idée, c'était voilà, d'élargir aussi la visite et de voir un peu tout ce qui se passait. On a vu aussi BPI, hyper intéressant parce qu'ils avaient beaucoup de choses autour de l'IA en termes de présentation. Et donc ça, c'était vraiment hyper cool. Donc l'énergie qui se dégage, beaucoup d'énergie. Franchement, quand on est sur le salon, il y a plein de monde, il y a plein de stands. C'est limite, c'est tellement dommage de rester qu'une journée sur l'event. Nous, on voudrait, enfin, passer beaucoup plus de temps sur chacun des stands. Et en plus, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est le premier jour, il y avait Emmanuel Macron qui faisait un talk avec Mistral et Nvidia. Et nous, on s'est dit, il faut absolument qu'on relaie aussi le talk du président de la République, de Mistral,
avec l'annonce du partenariat entre Mistral et Nvidia. Et donc on était en mode il faut qu'on se faufile, on trouve. Et au début c'était fermé, ils laissaient rentrer personne que les VIP. Et je sais pas pourquoi à un moment donné, genre peut-être 15 minutes avant le moment, une barrière s'ouvre, mais vraiment juste devant nous. Et on rentre dans la salle et on arrive à se faufiler dans l'espace presse. Non, on nous emmène Ouais, c'est dans ça. l'espace presse et quand on s'assoit sur notre fauteuil là où on nous emmène, on se rend compte qu'on est dans l'espace presse accrédité Élysée. Du coup, c'est la Sympa. de Excellent. et donc on se retrouve aux premières loges pour le talk alors que 15 minutes avant, on pensait ne pas pouvoir entrer et devoir aller écouter tout ça sur les écrans Ouais. au centre du salon. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la logistique, elle était un peu compliquée. Je pense que les organisateurs, enfin, c'est vrai que Emmanuel Macron a été annoncé la veille de l'event, et je pense côté logistique, la sécurité savait pas trop comment ouvrir les portes, à qui donner accès. Et en fait, à la dernière minute, en fait, on a bien fait de rester, et de faire un peu le guet pour suivre un peu alors, comment on va rentrer. Et quand on rentre, franchement, c'était un moment assez dingue parce que ça montre aussi tout le soutien de la French Tech sur des entrepreneurs autour de l'IA. Et je pense qu'on va reparler un peu plus avec Daria juste après. Mais ça met tout de suite une bonne dynamique de se dire, bon, il y a un truc qui se passe en France. Et nous, cette énergie-là, on a voulu aussi la relayer aux fonctions juridiques, de se dire, l'IA, il y a des investissements qui sont en train de se faire. Il y a beaucoup d'investissements aussi pour des lancements de start-up autour de la tech. Bah, en fait, c'est la même chose en France pour les legal tech. On voit en ce moment, il y a de plus en plus d'investissements aussi dans le secteur des legal tech. Aux États-Unis, ça fait partie d'une des premières fonctions dans lesquelles on investit aussi pour se transformer, hein, parce qu'on voit qu'avec l'IA, en fait, il y a tellement de transformations profondes pour nos fonctions qu'on n'aura pas le choix. Donc voilà, c'était un peu en résumé l'énergie qu'on a aussi essayé de retranscrire nous dans le premier article du blog. Mais voilà, pour avoir un peu les coulisses, c'était ça. Et et après nous on courait pour repartir à Lille le soir. Donc on est vraiment resté jusqu'à la fin du talk d'Emmanuel Macron. Et après c'était la course direction Gare du Nord pour rentrer à Lille le soir. Mais franchement, on est ressorti avec des paillettes dans les yeux, hein. On s'est dit mais l'année prochaine, il faut qu'on reste les 3 jours, hein. Rendez-vous est pris l'année prochaine. Je pense qu'on ira tous les Eh 4, oui. les 3 ou même les 4 jours. Parce qu'en plus, il y avait encore du droit le samedi, parce qu'il y avait le barreau de Paris qui organisait un concours le samedi. Mais effectivement, une énergie de dingue, très grand, effectivement. Je sais pas vous, mais moi, j'ai utilisé l'app avec le plan. Parce que même si en soi la salle est principalement carrée, il y a tellement des stands partout que tu te faufiles entre une Tesla, un chien robotique, un camion de pompiers du futur, les stands, il y avait PwC qui avait un stand absolument énormissime, enfin vraiment impressionnant. Et, euh, et tu parlais de pépites. Est-ce que Claire, rapidement, tu peux nous parler d'une ou deux pépites que vous avez vues ou découvertes sur place? Alors c'est un peu spontané, mais j'en ai 2 qui me viennent tout de suite, immédiatement, donc ça part du cœur. La première, ça va être YouControl AI. Donc du coup, la solution qui a été créée par Antoine Micot qui nous l'a présentée en fait à plusieurs reprises, mais ce jour-là, on en a parlé ensemble à Vivatech et on s'est rendu compte qu'il y avait pas mal de possibilités de cas d'usage pour les directions juridiques et que ça pouvait vraiment faciliter le travail au quotidien. Et donc, je pense que c'est une belle pépite pour l'avenir. Ce qui est intéressant dans la solution d'Antoine, c'est la possibilité d'imaginer les cas d'usage en fonction de la direction juridique de son écosystème, de son environnement, de ses enjeux, de sa stratégie. Et donc, du coup, de pouvoir inventer les agents sur mesure, les agents IA sur mesure par rapport aux besoins de sa direction. Donc, vraiment, s'il y a bien une démo d'outils à faire pour avoir un coup d'avance et être un peu visionnaire, ce serait celle-là. La deuxième, et là c'est plus personnel, c'était une solution qui a été présentée par des notaires qui s'appellent Clésam. Et donc on connaît un petit peu moins le monde du notariat et on a toujours un peu ce biais de penser que c'est un monde qui n'est pas encore très digitalisé. Et là en fait donc il existe
on s'est renseigné depuis et il existe plusieurs solutions de ce type-là. Donc c'est pas parce qu'ils étaient pas présents en Vivatech qu'il y en a pas d'autres, mais en tout cas, la solution qu'on a découverte ce jour-là qui s'appelle Clésame nous a bien parlé, d'un point de vue personnel. Pourquoi? Bah, parce qu'avec Amel, maintenant qu'on crée notre entreprise, bah, on commence à Ouais, travailler sur nos sujets de patrimoine, sur nos voilà. sur nos contrats de mariage, sur nos testaments. C'est ça. Alors si demain l'une de nous deux Donc va là, vous êtes passé en séparation de biens, lègue à vos enfants, ou alors comme le créateur de Patagonia, vous léguez Your Leg Angel à la nature après votre disparition. voilà. Donc on n'arrête pas de se questionner avec Amel sur sur la maladie, la mort. Bon, on a c'est comme glissant. Et donc, la solution Clésame, elle permet en fait de venir centraliser toute cette donnée-là. C'est-à-dire que dans un même outil, tu vas avoir tout ton actif, ton passif, tes biens, tes placements au même endroit. Tu vas avoir potentiellement aussi des petits messages que tu peux faire partir à ta famille un mois plus tard après le décès, ou bien se remémorer des bons moments avec des posts des réseaux sociaux qui t'ont marqué, etc. Donc, du coup, un côté à la fois humain et en proximité, et à la fois digital. Ça montre aussi, et puis du coup, à côté du côté perso, une grande ouverture du monde du notariat, et du coup une belle avancée, parce que sur tous les sujets du quotidien, nous on travaille en ce moment sur des projets sur de l'immobilier et de la digitalisation des projets immobiliers qui peuvent être lourds en termes de lourdeur de documents. Voilà, on voit qu'il y a des choses qui commencent à bouger. Mmh. Ça, on l'a vu sur la journée des contrats récemment, Ouais, ouais, ouais. avec Formality. Formality qui du coup se met sur ce sujet des data rooms et de Mmh. l'immobilier. Donc voilà, Intéressant, on était ravis de faire ce salon Vivatech, et le grand message, donc Amel en parlait tout à l'heure, d'Emmanuel Macron, c'était de continuer d'entreprendre, continuer d'investir sur les solutions françaises, continuer de se soucier de la souveraineté, et de son côté une promesse de soutenir et de faire ce qui était possible de faire sur les gros partenariats stratégiques qui permettraient à la France d'avoir une place sur le marché. Si je résume et que voilà, et qu'on fait un peu simple, c'est un petit peu ça Oui, qui a oui, été oui. dit. En même temps, c'est intéressant ce que tu dis. Moi, j'avais pu assister à une conférence, je sais plus le titre exact, mais bon, c'était grosso modo à propos de l'innovation, de la souveraineté, etc. Et, euh, quand on parle de souveraineté, beaucoup de personnes ont tendance un petit peu à mélanger. Et la personne rappelait très justement que la souveraineté, c'est pas forcément de A à Z. C'est pas toute la chaîne qui doit être 100% française, 100% made in France. On crée, on prend Nvidia par exemple, hein, avec leur puce, on peut pas arriver au même niveau que Nvidia rapidement, mais on peut avoir une solution à la fin qui est souveraine, en s'appuyant sur des partenariats stratégiques qui impliquent des solutions étrangères quelque part dans la chaîne de valeur et dans la supply chain hein, en fait. Et que voilà, il faut viser la souveraineté un peu à la fin au bout sur le produit final, mais faut pas forcément chercher à être 100% souverain, sinon déjà on peut pas être expert en tout, on peut pas rattraper le retard sur tout. Je pense que chaque pays a ses forces. Là, on doit être souverain, c'est notre capacité à aller chercher les meilleurs partenariats pour à la fin offrir des produits finaux souverains français aux citoyens français. Et effectivement, je pense que vous avez eu beaucoup de chance d'assister à ce discours mêlant à la présidente de la République, Nvidia et Mistral. Je pense que ces trois, tout était sur scène en fait. Entre notre président Nvidia et Mistral, je pense que rien que ces trois personnages-là parlent d'eux-mêmes en fait, de leur présence tous les trois. Le message était là. En tout cas, voilà, merci beaucoup pour votre retour et on sent bien l'énergie qui est pas forcément facile à retranscrire après dans un simple blog ou un article, mais on sent dans vos paroles que c'était vraiment fou comme événement. Du coup, derrière toi, tu l'as abordé plus sous l'angle de l'IA, hein, qui est quand même le sujet qui est un de tes sujets fictifs, même si évidemment c'est toute la tech qui t'intéresse, mais t'y aller pour couvrir aussi l'événement avec un focus plus IA. Qu'est-ce que tu peux nous raconter un petit peu de ta journée Vivatech orientée IA? Alors, pour moi, c'était la deuxième fois sur Vivatech. Donc, l'année dernière, je suis déjà allée, mais comme une simple participante. Donc, mes souvenirs, donc c'était bien intéressant, mais il y avait beaucoup de bruit. Il y avait la queue quand même pour l'entrée à l'événement, etc. Là, cette année,
avec notre accès VIP pour médias, il n'y avait pas du tout file d'attente. Vraiment, c'était ça, j'ai bien apprécié en fait, pas pouvoir attendre des fois, il y a les gens qui attendaient pendant des heures hein, pour rentrer. Il y avait tellement du monde. Et donc, du coup, là, j'ai bien profité déjà à l'entrée sans file d'attente. Ensuite, on a eu quand même notre media lounge avec café, avec les chocolats, avec les batteries pour recharger les téléphones. C'était pas du tout bruyant, donc on pouvait vraiment se réfugier dans le media lounge voilà, pour respirer un petit peu, pour se reposer un petit peu, écrire aussi nos messages. J'ai déjà commencé à rédiger du coup, mon article direct, en fait, en direct. Là, c'était bien sympa. Mais en même temps, bien évidemment, moi, je suis allée à Vivatech cette année avec une triple mission. Donc là, la première chose, donc c'était repérer les tendances, l'intelligence artificielle en général, mais plus aussi pour le droit, comme ça reste quand même mon cœur de métier. Aussi identifier les innovations qui sont utiles pour les entreprises industrielles. Là, c'était ma mission pour Darigal. Du coup, comme moi, je pilote la task force data et IA chez Darigal, en fait, moi, j'ai repéré les startups qui m'intéressent. Donc, j'ai utilisé l'application parce que là, c'est vraiment super utile. Donc, j'ai utilisé l'application. J'ai fait le chemin, la feuille de route pour Vivatech. J'ai choisi les startups qui travaillent dans le secteur industriel, agricole, supply. Il y avait une partie RH. Donc, en fait, les startups qui pourraient être intéressantes pour toutes les directions du coup du groupe de Darigal. Et bien sûr, donc ma troisième mission, c'était de décrypter tout ça, partager voilà cette expérience avec les lecteurs, les lectrices de ma newsletter, mais également continuer en fait, voilà, couvrir la deuxième journée pour notre collaboration tous ensemble. Et franchement, c'était super expérience que j'ai vraiment appréciée. Et d'un côté, j'ai participé à plusieurs conférences, notamment sur les agents IA. Donc là, franchement, ça, c'est le sujet du moment et on va entendre parler de ce sujet encore plus en plus. Donc, il y avait une conférence notamment qui était animée par CEO de GitHub. Donc ça, c'est vraiment une plateforme qui développe de plus en plus aussi, qui participe au développement des agents IA. Donc, c'était en anglais, c'était ultra intéressant avec vraiment les infos très techniques, mais en même temps compréhensibles. D'ailleurs, pour enregistrer toutes les conférences, j'ai utilisé Dict AI, que vous connaissez peut-être aussi l'application qu'on peut télécharger sur notre téléphone, lancer l'enregistrement, ensuite l'application, elle te donne du coup le compte rendu. Et ça, pour moi, c'était aussi très utile. D'ailleurs, j'ai rencontré le fondateur de Dict AI aussi à Vivatech. On a échangé ensemble, notamment sur les questions de souveraineté, sur les questions de protection des données, etc. Ça, c'était ultra intéressant aussi. Et en plus, j'ai appliqué directement la solution proposée par Dictei pour l'enregistrement de ces conférences. Et même malgré le bruit on a eu du coup pendant le salon, le compte rendu de chaque conférence, c'était quand même assez pertinent. Donc, voilà, il y avait réalisation, test en même temps, donc c'était bien. Après, il y avait aussi les conférences que j'ai assistées, c'était sur les retours sur investissement, comment les entreprises, en fait, gèrent cet aspect héroïste des projets IA. Donc là, c'était aussi très intéressant pour mon travail chez Darigal, mais pas que, parce que j'ai partagé aussi un article sur ma newsletter spécifiquement sur ce sujet. Donc là, c'était très intéressant. Il y avait aussi les rencontres avec la NASA, la big boss de la NASA qui a partagé aussi sa vision que voilà, en fait, que l'espace, il devienne vraiment une zone de coopération, mais de tout le monde, des agences, des startups, des industriels, des États. Et on peut en fait avoir les mêmes défis. Les défis spatiaux, en fait, sont très proches de ceux que nous avons, notamment en industrie terrestre. Donc là, j'ai bien aimé cette approche aussi. On part de l'espace qui est vraiment loin de nous, mais en même temps, on retrouve les mêmes problématiques sur Terre. Donc là, c'était super intéressant. Après, on a déjà parlé un petit peu des robots. Voilà, il y avait les robots très sympas, les robots chats qui étaient vraiment la star du salon.
Ah, on a bien aimé, on a discuté, j'ai discuté aussi avec une robot qui parlait un petit peu de sa rencontre avec Emmanuel Macron. C'était, c'était tellement marrant. Franchement, au niveau, voilà, interactif, ce côté interactif, moi, j'ai bien apprécié. Comme je dis aussi, j'ai rencontré pas mal de startups. Il y avait les solutions super innovantes, notamment dans l'agriculture de précision. Il y avait les startups que je visitais qui travaillent déjà avec plusieurs sociétés industrielles. Et là, je pense que c'est vraiment le futur aussi pour notre entreprise. Et j'ai pris pas mal de contacts. Donc là, je l'ai transmis les contacts services concernés du coup chez Derigal. Donc franchement, c'était une bonne expérience pour tout le monde. Et bien évidemment, j'ai fait un tour pour voir les Legal Tech, les stands regroupés de Legal Tech que je connaissais déjà. Mais en fait, j'ai pas trop abordé ce sujet dans ma newsletter parce qu'on a eu déjà un bon compte rendu d'Amélie Leclerc, du coup, sur la première journée. Et franchement, je peux dire, si je résume tout ça, cette expérience, donc l'innovation, les agents, le futur, en fait, Vivatech, c'est super occasion pour voir tout ça, voir le progrès, mais aussi comprendre que nous, on fait partie de ce progrès. Donc, il faut pas attendre, il faut y aller, il faut encore une fois, s'informer, il faut participer, il faut suivre les actualités parce que c'est pas évident. Hein. C'est pas évident avec toutes les mises à jour, notamment de l'intelligence artificielle, des solutions qui existent, mais aller pour repérer vraiment les solutions qui conviennent à tes propres besoins, aux besoins de ton entreprise. Là, c'est vraiment une super occasion pour le faire. Donc, l'année dernière, moi aussi, je suis prête. Je suis prête d'y aller. Donc, avec plaisir, si on peut refaire, revivre cette expérience l'année dernière ensemble, ce sera avec plaisir. Merci. Effectivement, comme vous l'avez tout dit, hein, c'est un salon de tech qui couvre absolument tout et on n'imagine même pas en fait à quel point la tech et l'innovation est absolument à tous les niveaux. Ça allait de l'innovation dans les plus petits microprocesseurs, voire c'était de la physique quantique presque sur certains stands, à des choses très terre à terre, très concrètes. Moi, j'étais surpris de voir tous les stands aussi de régions françaises. Il y avait la région, j'ai vu la Gironde, j'ai vu la Vendée, je crois, enfin des délégations de. Il y avait le Nord. Oui. et et c'est vrai qu'on se rend compte que voilà, l'innovation, elle est absolument partout. Du coup, moi, c'est que pendant le troisième jour, vu que vous avez déjà sacrément couvert les sujets Legal Tech et les sujets IA, moi, j'y suis allé en plus accompagné de deux stagiaires en mode un petit peu plus qu'est-ce qu'il y a d'autre en fait de quoi ça s'agit d'autre que le droit. Et c'est là qu'on a découvert toutes sortes de conférences. Moi j'ai assisté à une sur la gouvernance, on a assisté à une qui parlait de l'importance de mettre l'IA dans tous les aspects de nos vies, que on est très focus dans le droit parce que c'est notre métier tous les jours et du coup on est très legal tech, agent IA pour rédiger nos contrats. Mais l'IA est en train de s'inviter dans le secteur de la santé, de l'éducation, des transports, et je pense que c'est un salon qui devrait limite durer encore plus longtemps et où tout le monde devrait aller parce on a tous intérêt à y aller pour découvrir. C'est ce que tu disais derrière. Il faut pas juste attendre que ça vienne et aller s'immerger dedans, ne serait-ce qu'une journée. C'est essentiel. Il y a vraiment de tout. Moi, je sais que on a des artisans en ce moment qui font des travaux chez moi et la personne, parfois, c'est pas vraiment évident de montrer une projection de comment ça va être. Et je suis tombé par hasard sur une startup IA qui permet depuis une application de faire des simulations en direct d'une pièce après rénovation, après construction, etc. Bah voilà, je lui ai envoyé le lien parce que ça peut servir. Donc il y a vraiment de l'innovation dans tous les domaines de notre vie quotidienne. Je ne sais pas la foule qu'il y avait le samedi pour la journée un peu plus familiale, mais en tout cas j'invite toutes les personnes juristes ou pas, professionnelles ou pas, à y aller. Après, je ne connais pas s'il y a des tarifs famille ou pas, parce que c'est vrai que l'entrée normale. Sinon, tentez le passe-presse, montez rapidement Ouais, une c'est ça. petite newsletter, IA notre newsletter ou pas? IA ou tech, et puis, et puis demandez votre passe-presse. Mais en Ouais, tout sinon cas, c'est 1 € pour normalement pour une journée ouverte au public par personne. Donc oui, c'est si tu vas en famille, ça fait quand même un petit budget. c'est ça. Et du coup, tout ça nous amène
au prochain sujet qui est dans un monde en pleine mutation et innovation, comment est-ce qu'on s'y retrouve? Enfin, je veux dire, en tant que, pour le coup, on va revenir un peu plus sur les professionnels du droit. Comment on s'y retrouve où chaque jour il y a des nouvelles legal tech, chaque jour il y a des legal tech qui en absorbent d'autres, qui en écrasent d'autres, qui font des partenariats avec d'autres. Enfin, quand on est juriste, avocat, notaire, pour rester à jour, c'est pas évident. Pour connaître quels sont les différents textes qu'elle propose, ce qu'elle ne propose pas, quels sont aussi les accompagnants, les fameux legal ops, on n'en citera pas, hein, si jamais on en connaît. Voilà. Mais du coup, c'est un petit peu votre mission, vous les anges de cet univers, de venir apporter un plan, une boussole pour pas se noyer dans ce monde en plein changement. Qu'est-ce que vous voyez, vous, qui se dessine un petit peu? Quel est votre ressenti de cette évolution ultra rapide et comment s'y retrouver? Et vous, qu'est-ce que vous proposez pour s'y retrouver? C'est vrai que clairement, on sent que là, il y a un besoin de marque qui est remonté, hein. Enfin, sur le secteur français, là, il y a eu une belle évolution du marché de la legal tech sur les dernières années. Et on sent que les directions juridiques, les fonctions juridiques, n'était pas des fonctions qui ont été beaucoup accompagnées sur les sujets de transformation. Mais ils ont envie de se transformer, ils ont envie de changer un peu et de moins subir aussi leur quotidien. Enfin, la plupart des directions juridiques ou des avocats qu'on rencontre, ils nous disent la même chose, c'est on est hyper frustrés, on nous met beaucoup de pression, pas forcément reconnus à chaque fois dans ce qu'on fait. Et côté legal tech, ils nous disent: «Bah, nous, on apporte des solutions qui sont de plus en plus pertinentes, sur les sujets de productivité, d'efficience, sur, voilà, les process, juridiques». Et en fait, nous, ce qu'on se dit, c'est de dire: «Ben, en fait, quand tu es direction juridique, tu es sursollicité aussi par les acteurs de la tech, bah, appelle-nous, on fait le point ensemble sur ta transformation. On t'apporte un peu un cadrage de tes besoins avec ta roadmap de transformation derrière». Donc ça, c'est plus le travail de Claire, qui est vraiment un conseil amont de se dire bah, comment je structure tout ça. Et moi, je suis plutôt sur la partie les consultants, la legal tech. Je référence et je cartographie un peu tout ce qui existe sur le marché. Je teste les use cases, hein, parce que l'idée, c'est d'avoir des vrais use cases qui sont pertinents pour les fonctions juridiques parce que avec Claire, on a été toutes les 2 en direction juridique, on connaît aussi les besoins enfin, en tant que juriste. Et après, à partir de là, on fait le matchmaking. Le matchmaking entre les besoins, enfin la demande et l'offre. Et l'idée, c'est vraiment d'être facilitatrice dans tout ça, de se dire comment on permet de plus rapidement d'accéder soit à des solutions tech, soit à des consultants qui sont présents sur le marché, mais peut-être moins visibles aussi, et se dire, bah, en fait, l'écosystème, bah, on le fait fonctionner, c'est quelque chose un cercle hyper vertueux, très communautaire. Et en fait, le sujet de la communauté, enfin, la communauté juridique, elle est hyper puissante parce qu'on est quand même sur un secteur de niche. Les acteurs, ils se connaissent plus ou moins, donc l'idée, c'est comment on facilite tout ça et on fait fonctionner tout le monde dans le bon sens, hein. Et on a des premiers retours et franchement, c'est vrai que bah, ça confirme que il y a le marché il en demande et que la legal tech, que ça soit la legal tech, les partenaires aussi qui font du conseil, de l'accompagnement des fonctions juridiques, bah, en fait, cette facilitation-là, ils le voient et ils voient que c'est un bénéfice général. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Oui, bah, je dirais que, le besoin, en fait, il est, présent parce que c'est le besoin qu'on avait nous quand on était, de l'autre côté, donc quand on était, en entreprise et qu'on avait notre direction juridique à transformer. Et on savait absolument pas par quel bout le prendre, on savait absolument pas quel acteur, choisir. Et on était, quasiment certaine qu'on allait prendre des risques et peut-être pas Mmh. forcément choisir le bon acteur. Quand on a peu de budget, peu de ressources, on n'a pas envie de se planter. On a envie d'avoir un outil qui répond aux besoins qu'on avait prédéfinis. Et donc l'idée, c'est de bien s'entourer, et de prendre un temps de recul. Et donc notre façon de faire les choses, c'est toujours de repartir de la vision, de la stratégie, de l'organisation et des rôles de chacun dans la direction, des talents et des compétences, donc repartir de l'humain. Et puis, et toujours redéfinir le besoin en partant de tout ça, hem
et de voir en fonction de ce besoin-là, quels sont les outils les plus pertinents. Comme, Amel référence tous les prestataires de la tech, qu'elle fait ses tests utilisateurs, qu'en plus on va prendre aussi, les retours des clients et qu'on référence tout ça dans nos fameux dashboards, bah, derrière on a, la donnée, updatée en plus, parce que ça prend un temps quand même phénoménal de faire l'update et donc on va faire gagner beaucoup de temps à beaucoup de monde, puisque ce travail-là, il est fait, il est prêt à l'emploi et pour les directions juridiques, ça reste, pour les mises en relation, ça reste, des conseils qui sont, en plus gratuits, Mmh. puisqu'on met les directions juridiques en relation avec les bons acteurs de la tech, en étant rémunérés par la tech. Donc voilà aussi le modèle Et et quand sans ça exclusivité de la tech, je précise, c'est-à-dire que nous, on est agnostique. L'idée, c'est que c'est le même tarif pour tout le monde. Ben, on ne parle pas d'un acteur plus qu'un autre. L'idée, c'est que parce que cet acteur est pertinent pour le besoin de la direction juridique, et ben, du coup, c'est le même prix pour tout le monde. L'idée, c'est pas d'avoir de l'exclusivité, parce que nous, on veut vraiment être agnostique à tout ça. et dans quelques mois, on aura un module RFP, donc dépôt du besoin, qui permettra aux juristes en fonction de venir, déposer un besoin, d'être guidés sur ce besoin, via notre module et ensuite d'avoir un rappel humain parce qu'on Amel et moi, on y tient beaucoup à rester en proximité, à rester, voilà avec notre touche, et notre cerveau humain aussi derrière. Donc les matchs se feront toujours humainement, voilà, avec peut-être assistance d'IA, mais en tout cas avec notre jus de cerveau. Mais effectivement, ce que vous dites, c'est sacrément bien dans le sens où je pense que c'est un écosystème où tout le monde a à y gagner, à condition d'être mis en relation au bon moment avec les bonnes personnes. On a d'un côté des directions juridiques ou des cabinets d'avocats qui veulent se transformer, effectivement. Bon, souvent à moindre coût et à moindre temps parce que bah, les contraintes sont comme ça, mais qui veulent et qui ont besoin de se transformer quand même. On a le côté des éditeurs de Legal Tech qui veulent, bon, certes, vendre leurs produits, mais aussi les vendre répondre à un besoin. C'est pas le tout de vendre une solution, mais la vendre pour la vendre, ça n'apporte rien parce qu'un éditeur, il n'a pas forcément beaucoup à y gagner non plus de vendre sa solution si le besoin est pas là en face. Parce que, ok, ça marchera peut-être la première année, éventuellement la deuxième s'ils oublient de résilier dans les temps. Mais c'est un client qui finira par partir, pas satisfait. Donc les éditeurs ont aussi intérêt à s'adresser aux bons besoins et comme je dis souvent, il y a autant de besoins que de solutions quasiment sur le marché. C'est pas pour rien qu'il y a autant de CLM différents, qu'il y a autant de solutions de gestion des entités. C'est que chacune a une approche un petit peu différente parce qu'ils ont identifié un besoin semblable mais différent. Au milieu de ça, on met des accompagnateurs de transformation, des LegalOps, qui eux veulent faire matcher les 2 veulent accompagner la transformation parce que, rappelons-le, le faire seul, c'est pas forcément évident et comme vous l'avez très bien dit quand vous étiez, de l'autre côté, bah, on sait pas forcément par où commencer. Quand on parle de la feuille blanche, c'est un peu comme le romancier, on a peut-être la fin de l'histoire, mais par où commencer, on sait pas trop et finalement votre plateforme vient parfaitement, créer un environnement, propice, aux belles rencontres. Vous êtes un peu l'agence matrimoniale de cet écosystème où, où le but c'est de faire que des heureux mariages en fait, Ah, c'est ça. entre des DJ dans le besoin, des éditeurs qui veulent répondre à ces besoins, et des LegalOps qui veulent accompagner la transformation. Et je n'ai absolument aucun doute, que ça plaira absolument à tout le monde d'avoir un environnement comme Your Legal Angel pour être guidé. Et comme tu le dis, sur le côté non exclusif, avec certaines Legal Tech ou de pas les mettre en avant, c'est, ça paraît presque normal en fait, parce qu'il y a aucun intérêt à mettre plus en avant une tech plutôt qu'une autre parce que le but c'est que des problèmes en trouvent leur solution. C'est pas qu'un tel vende plus que l'autre, c'est d'avoir des DJ satisfaites, des éditeurs qui peuvent faire évoluer leur solution pour répondre à des besoins qui évoluent aussi. Et c'est pour ça que moi non plus j'ai aucun partenariat ou alors peut-être un ou deux mais qui sont tout à fait annoncés, transparents, heu, mais qui sont pas là pour servir uniquement d'exclusivité, mais juste, voilà, on a un bon feeling avec un créateur et on a envie de faire un partenariat, voilà, mais c'est pas ça n'a aucun intérêt pour une plateforme comme la vôtre ou comme moi en tant que LegalOps de mettre plus en avant une solution parce que si jamais
le mariage n'est pas heureux, ça fera 3 insatisfaits. On aura une DJ qui aura pas réussi sa transformation, un éditeur qui aura passé du temps, mine de rien, à faire un onboarding, un setup pour une résiliation 1 ou 2 ans plus tard, et éventuellement un LegalOps qui aura un mauvais avis ou un mauvais feedback parce qu'il n'aura pas su trouver la bonne solution au bon défi. Donc c'est évident que voilà Si on peut faire gagner du temps à tout le monde, tant c'est mieux. ça. Et chaque éditeur, ouais, a sa proposition de valeur. Donc finalement, en fait, le fait de travailler avec eux, nous, ça permet aussi d'être plus pertinent, de se dire, ok, je comprends bien ta proposition de valeur. Du coup, on voit un peu mieux aussi en termes de clients, qu'est-ce qui matcherait aussi le mieux en termes d'entreprise ou de structure à accompagner. Et donc nous, si on facilite tout ça, tant mieux, parce que quand on est côté entreprise, on se rend pas compte que, une légalité par rapport à une autre, c'est des approches différentes. Et donc, sinon, on permet de voir un peu plus clair dans tout dans tout ce monde-là. Tant mieux. Nous, on aura, répondu à notre enjeu principal, qui est être utile aussi à la communauté juridique. Et puis voilà. Donc, hâte de voir la suite sur la rentrée avec ce fameux module. Voir aussi si ça plaît au marché et qu'il y a quelque chose à faire aussi pour les fonctions juridiques. Effectivement, travailler avec l'éditeur, c'est essentiel. Et moi, c'est ce que j'expliquais dans ma dernière newsletter, c'est qu'en tant que Legal Ops, c'est assez rare de travailler avec des Legal Tech. Et pour autant, j'ai quelques clients qui sont des Legal Tech, non pas pour les aider à vendre plus, mais les aider aussi à comprendre les besoins. Parce que bon, quand on monte sa Legal Tech, parfois on raccroche totalement le côté juriste ou avocat. Alors pas tout le monde, hein, certains font encore les deux. Mais voilà, on a le nez dans le guidon, on a sa roadmap, on a une vision à 1 an, 3 ans, 5 ans en tant que LegalOps et juriste d'entreprise toujours, je suis toujours au contact du besoin. Je sais quels sont mes défis quotidiens en tant que juriste, et si je peux aider les legal tech, non pas à vendre plus, mais à vendre mieux, c'est-à-dire leur dire bah ok, sur votre roadmap vous avez prévu ça, mais l'évolution du métier de juriste fait que bah finalement ça, moi je le vois de moins en moins dans mes clients, les prospects, ça je le vois moins. En revanche, je commence à y avoir de plus en plus un défi sur ça. Ce serait intéressant de l'adresser plutôt que ce que vous avez prévu. Et c'est pour ça que de travailler avec l'ensemble des parties prenantes de l'écosystème, c'est vraiment une relation gagnant-gagnant absolument pour tout le monde. Et donc j'espère que vous serez aussi gagnant, hein, que c'est aussi, c'est aussi l'objectif, hein, de, de réussir à mettre tout ça, à orchestrer tout ça. En tout cas, bon, on vous souhaite que du courage et de la réussite. Et maintenant, je me tourne vers Daria pour un petit peu la même analyse, mais du côté de l'IA, parce que l'IA, ça va vite, très vite. J'ai envie de dire, j'ai rarement vu quelque chose aller aussi vite que l'IA, dans le sens où ça évolue vite, ça change aussi vite. Moi, qui suis encore relativement simple utilisateur de ChatGPT, on en a déjà la version, je ne sais plus combien, où les numéros en plus ne se suivent pas. Hein, des fois, on avance, des Eh fois, oui. on recule dans les numéros. Des fois, il y a des mini, des fois, il y a des super, des fois, il y a des, on sait plus. Enfin, j'ai jamais vu un outil, si on peut appeler ça, évoluer aussi vite. Euh, comment euh, comment s'y retrouver dans toutes ces évolutions, dans tous ces outils, ChatGPT, Perplexity, les agents, les GPT, les projets copilotes, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien. Toi qui baignes au quotidien Dans tout ça, dans tout oui. ça, comment tu fais toi pour t'y retrouver et pour être à jour, et qu'est-ce que tu conseilles aux gens pour réussir à s'y retrouver? Donc, moi, j'aime bien le podcast Comptoir IA. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est le podcast de Nicolas Guillon. Il invite du coup les gens des secteurs vraiment différents pour parler de l'intelligence artificielle, partager leur expérience, etc. Et il y avait un épisode que j'ai écouté, qui est sorti il y a une semaine, je pense. Et il y avait un invité qui a parlé de la tyrannie du retard. J'ai bien aimé cette expression, la tyrannie du retard par rapport du coup à tout ce qui se passe autour de l'intelligence artificielle, les mises à jour, vraiment les nouvelles. Et même on a vu tout à l'heure, on a parlé déjà un petit peu de modèle de ChatGPT 4o, O3, O3 mini, High, etc. Donc là, comment on se retrouve en fait? Parce que c'est pas possible de, voilà, de suivre tout ça.
À la base, je me suis inscrite à plusieurs aussi newsletters qui publient tous les jours les nouveautés, etc. Mais en fait, c'est tellement fatigant de le lire. Donc moi, je me suis désabonnée à vraiment presque 90% des newsletters que j'ai que j'ai eu initialement. Donc, qu'est-ce que je fais actuellement? Donc, je suis LinkedIn. Je suis les nouveautés quand même. Il me reste, voilà, c'est 10-15% des newsletters qui sont vraiment pertinentes, où je retrouve pas mal d'actualités, je retrouve des idées. Mais en même temps, je ne vais pas tester toutes les solutions qui sortent. Ça, c'est sûr et certain. Je reste quand même sur les outils que moi, j'utilise dans mon quotidien. Donc, j'ai commencé avec ChatGPT en novembre 2022 quand ça a vraiment sorti. Donc, je continue. Donc, je teste quand même les modèles, effectivement, pour voir un petit peu c'est quoi la différence entre différents types de modèles, c'est quoi les projets qu'on peut créer, les assistants l'IA qu'on peut créer, etc. Donc, je crée quelques assistants pour moi, pour mes besoins professionnels. Et du coup, là, quand même, ChatGPT, ça reste mon assistant polyvalent. En même temps, je teste les nouveautés qui arrivent, les nouvelles solutions, les legal tech aussi qui proposent maintenant les éditeurs qui sont tous aussi avec l'IA, sinon, voilà, les éditeurs classiques. Donc là, je teste de temps en temps, j'assiste aux démos, etc. Mais en même temps, c'est pas évident. Là, je peux bien confirmer qu'il s'agit de la tyrannie de droite. En fait, on peut dire, voilà, on n'arrive pas, comment font les autres, mais je peux vous dire, c'est pareil pour tout le monde. Donc, il faut bien prioriser les tâches, il faut bien cibler les sources pertinentes. Et donc là, je vous invite vraiment, les gens qui nous écoutent à suivre du coup les blogs, le blog d'Amel et Claire pour vraiment se mettre à jour sur la partie pas que l'IA, mais LegalOps, les KPI, les stratégies, etc. Donc suivre vraiment tout ça avec intérêt, moi j'adore. J'aime bien. Il y a une newsletter aussi, bien évidemment, de Quentin, qui est là pour nous aider avec les astuces, avec vraiment le partage d'expérience, le retour d'expérience, les tests de solutions, etc. Donc, que j'adore aussi. Et j'ajoute aussi la mienne, comme on est tous ensemble. Du coup, mon newsletter de Daria Decrypt l'IA, où je partage quand même pas mal d'infos sur l'intelligence artificielle. Mais j'avoue, poursuivre toutes les actualités, c'est pas évident. Donc, encore une fois, on va pas, on peut pas le faire. J'ajouterais bien les newsletters qui me parlent bien, moi, en complément, Daria, si ça vous intéresse. J'adore la news de Flits, donc c'est F-I-T-S, de Mathieu Bouillon, qui est toujours très pragmatique et qui est très concrète. Et donc, j'adore cette news-là. Et celle de L'Autre Monde, L-A-W-T-R-E-M-O-N-D, où on apprend toujours tout ce qui se passe sur l'écosystème Legal Tech. Super intéressant, ouais. En fait, il faut mettre en place un agent IA pour suivre les différentes newsletters et podcasts et faire une synthèse Ouais, pour rester à peu près à jour. c'est ça. Exactement. C'est une bonne idée, ouais. L'IA au service de l'IA. Des fois, je lance Perplexity aussi qui me fait la veille voilà, sur les nouvelles actualités, notamment sur les guides qui ont été publiés, que je partage de temps en temps aussi sur LinkedIn. Donc là, effectivement, c'est Léa qui fait le travail préliminaire et ensuite, c'est à moi de lire quand même et sélectionner les informations pertinentes. Petite question maintenant qu'on a dit que voilà, fallait pas céder à la tyrannie du retard et que tu nous as tous rassurés en disant que c'est littéralement impossible de tout suivre. Pour tous ceux qui veulent s'initier entre guillemets et découvrir, du coup, est-ce que tu conseilles est-ce que voilà, commencer avec ChatGPT, hein, qui est, je pense, le plus connu pour tout le monde. Est-ce que c'est un bon début pour commencer? Est-ce que ça couvre quand même une bonne partie des besoins, on va dire les plus simples de traduction, reformulation? Est-ce que tu penses que c'est le meilleur outil pour commencer ou est-ce que tu penses que pour découvrir, il vaut mieux commencer par autre chose?
moi, c'est la meilleure solution qui existe actuellement. Et du coup, effectivement, on peut commencer avec la version gratuite, mais on va voir que voilà, c'est pas suffisant quand même. Passer plutôt sur les versions payantes qui coûtent voilà, 23 € par mois, quelque chose comme ça. Tester encore plus. Il y a pas mal de cas d'usage qu'on peut déjà regrouper en utilisant ChatGPT, notamment tu as cité reformulation, rédaction, la synthèse, brainstorming qui marche super bien aussi. On peut même utiliser les GPT spécialisés pour ça, donc les assistants personnalisés qui ont été créés par les autres utilisateurs. Ou il y a l'avantage aussi de la version payante, notamment de ChatGPT, que tu peux créer ton propre assistant. Donc, tu peux utiliser aussi les projets pour que moi, maintenant, je structure en fait, les discussions par les projets et pour que ça se mélange pas dans le fil des discussions. Donc là, c'est super pratique aussi. Donc, pour commencer, ça, je vous conseille vraiment. Après, il y a quand même les versions françaises, voilà, Mistral. Euh, c'est pas mal aussi, mais je trouve quand même que ChatGPT est le plus performant. Pareil pour Copilot ou Gemini que j'ai testé aussi il n'y a pas longtemps. Il y a quand même, voilà, je vois la différence et donc, pour ma part, je reste sur ChatGPT. Et maintenant, je vais te poser une question un peu piège. Mais moi, je me pose toujours la question, on voit de plus en plus de solutions IA, entre guillemets, spécialisées. Si on parle du droit, on a eu Harvey qui était un des premiers annoncés. Maintenant, on a Haiku, il y a Legora, il y a les éditeurs aussi, Dalloz, etc., qui font des IA spécialisées, prédictifs. Au final, moi, j'ai l'impression, après, ce n'est que mon point de vue, hein, j'en ai vraiment en plus testé aucun, mais parfois on a l'impression que leur avantage c'est d'être finalement basé sur des données juridiques, alors que ce soit des textes de référence ou les données clients, hein, Haiku qui permet justement de connecter tes bases Mm. internes à une IA. Euh, Est-ce que ces solutions vont pérenniser ou est-ce que finalement la puissance et les moyens aussi qu'ont OpenAI ou Microsoft, hein. Moi personnellement Copilot je suis clairement pas satisfait aujourd'hui, mais je pense que c'est soit stratégique soit qu'il y a quelque chose quelque part, mais je ne vois pas Microsoft garder un tel retard en termes d'IA que ce qu'il y a actuellement. Soit c'est qu'ils développent beaucoup avant de mettre dispo même pas une bêta, ce qui fait que pour moi on n'a que des versions crash. Et un jour ils vont nous lâcher un truc qui sera à la pointe de la pointe. Et voilà. Mais on le voit avec même avec ChatGPT. Au début c'était juste des prompts et des réponses. Maintenant, comme tu l'as dit, il y a les GPT personnalisés, il y a les projets. Moi je m'en sers aussi beaucoup. J'ai un projet pour chacun de mes clients. J'ai plusieurs projets pour mes projets internes aussi. Et il y a un bouton maintenant pour connecter avec les autres outils. Tu peux Ça, c'est connecter pratique avec ton aussi. OneDrive, ton SharePoint, ton Google Drive ou que sais-je. Bah, finalement, ChatGPT plus SharePoint égale Haiku un peu finalement. Donc le côté un petit peu exclusif que proposaient certaines IA spécialisées, si tu prends la version payante en plus de ChatGPT qui protège tes données, Ouais, voilà. Après la protège, protection, on peut pas être sûr à 100%, ça c'est sûr voilà, on peut aussi, pas mais être bon. sûr à 100%, mais les IA spécialisées aussi Ouais. finalement sont basées sur des LLM où derrière, en fin de compte, c'est les LLM d'OpenAI qui vont tourner. Donc, est-ce que pour toi, tu penses que ces IA spécialisées ont vocation à perdurer, vont réussir à vraiment se différencier, ou est-ce qu'un jour ou l'autre, quand même, on va avoir les, les monstres qui finalement vont être les seuls à s'imposer parce que ils ont les moyens qu'ils ont. Alors, donc, actuellement, on a à peu près 300 ou 400 legal texts, ça dépend en fait, parce qu'il y avait plusieurs études qui ont été faites par rapport à ça, donc plusieurs rapports. Donc, j'ai vu le chiffre à peu près 300 ou 400 legal tech en France. Là, je pense qu'on va voir le nombre diminuer et je pense que ça va suivre cette tendance. Il y aura les grands groupes plutôt qui vont se regrouper, voilà, les plusieurs legal tech qui vont se regrouper sous une seule, qui vont proposer peut-être les solutions avec plusieurs fonctionnalités. Donc, s'il y avait par exemple Legal Tech qui propose que la gestion de contrats. Actuellement, les CLM, avec l'assistance de l'intelligence artificielle, peut-être demain, il n'y aura plus de CLM, mais il y aura une solution qui propose tout
en même temps. Donc, la rédaction, bien évidemment, les workflows contractuels, etc., traduction qui vient avec. Ensuite, on va se rajouter un assistant personnalisé. On va ajuster peut-être les agents qui vont piocher dans cette solution pour retravailler. Donc, pour moi, il y aura pas tant que ça de legal tech dans les années à venir. Donc, en même temps, comme tu as bien dit, Quentin, du coup, par rapport à cette force de OpenAI et du coup des géants vraiment de l'intelligence artificielle, maintenant, il y a quand même pas mal d'entreprises qui s'orientent plus sur l'utilisation de la version, par exemple, Team de ChatGPT pour les activités. Ils ont plus peur de partager les données confidentielles, les données voilà, personnelles, etc. Même s'ils savent que voilà, c'est jamais garanti à 100%, mais quand même, ils commencent à faire de plus en plus de confiance à ces géants comme OpenAI, voilà, avec leur ChatGPT, etc. Il y a quand même, bien sûr, les entreprises qui restent, surtout les avocats, je dirais, voilà, la direction juridique des grands groupes, etc., qui restent assez méfiants par rapport à ça, qui veulent absolument protéger la confidentialité, rester dans un espace clôturé, etc. Donc, c'est pour ça les legal tech, ils proposent en fait cette couche de la protection de sécurité supplémentaire, mais en même temps, comme tu as bien dit, elle utilise les mêmes solutions derrière. Donc, on ne peut pas être sûr à 100% que tes données ne seront pas utilisées par une intelligence artificielle d'OpenAI après. Voilà, c'est le cercle vicieux qui s'installe. Donc, à mon avis, il n'y aura pas beaucoup de legal tech qui vont survivre malheureusement. Et du coup, le but maintenant, c'est s'adapter aussi. Et on voit déjà cette tendance. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez, Claire et Amel. Du coup, les legal tech qui s'adaptent, qui utilisent l'IA de plus en plus et s'ouvrent un petit peu du coup sur les autres cas d'usage. Et on voit vraiment moins de legal tech spécialisés sur une seule tâche, les monotâches. Du coup, maintenant, ils font un petit peu plus open bar, en fait, avec plusieurs fonctionnalités à la fois. Après, c'est vrai qu'on va vraiment avoir la démarche ELM, donc Enterprise Mm. Legal Management, qui est en train vraiment de monter en puissance sur le marché français. Ce qui est en train de se passer, en fait, il y a beaucoup de legal tech qui se lancent, hyper intéressant pour scaler très vite, hein. Donc, poser les cas d'usage, monter, avoir une belle croissance pour ensuite se faire racheter par des legal tech qui sont sur le marché depuis plusieurs années. C'est une stratégie qui est quand même intéressante parce que ça permet sur des cas d'usage, notamment avec l'IA, de monter rapidement en compétences, avoir une solution digitale qui est vraiment très bien designée et après se faire acheter par un acteur un peu plus gros sur le marché qui va avoir aussi la base client et donc aller accéder aux entreprises qui ont déjà les solutions en place, hein. Donc ça évite d'avoir trop de solutions aussi quand on est en entreprise et de reconcentrer les efforts. D'où l'intérêt de bien suivre un peu les pépites, qu'est-ce qui va sortir et potentiellement vers quelle legal tech ils vont se tourner demain. Ça, c'est vraiment l'approche, voilà, quand en ce moment sur les fonds d'investissement, hein, qui sont en train de lancer des legal tech. Et donc, c'est intéressant de suivre, hein. Et les legal tech qui sont déjà en place depuis plusieurs années, ils suivent ça de très près de toutes les startups qui se lancent, notamment sur l'IA, pour dire, bon, à terme, vers quelle structure je vais aussi investir pour aller plus vite aussi pour mon développement autour de l'IA. C'est ça, c'est que moins de legal tech, c'est pas forcément qu'elles vont pas survivre, c'est qu'il va y avoir des belles sessions. Et C'est ça. pour les juristes qui nous écoutent, même si votre éditeur actuel disparaît entre guillemets, si c'est pour être racheté par une plateforme qui aura d'autres fonctionnalités, voilà, vous pourrez toujours soit bénéficier de nouvelles fonctionnalités, ou si c'est pas votre cas d'usage ou pas votre besoin, vous serez limité à un plus petit périmètre d'utilisation. Mais on le voit avec Didi Trust. Je me souviens, moi, j'avais été à leur conférence annuelle il y a 2 ans, je crois, où ils avaient quand même mis en avant qu'ils étaient plutôt sur leurs 4 piliers principaux, qui étaient le board portal, la gestion des entités, les contrats et le fonds documentaire, que le reste était plutôt des partenariats que des acquisitions. Et finalement, récemment, ils ont acquis une solution de matter management, une autre solution de je ne sais plus trop quoi, pour devenir petit à petit une plateforme multi-utilisation. Moi, voilà, je travaille pas mal aussi avec Lega Cluster, qui a aussi cette approche plateforme.
Et il y aura un webinaire à ce sujet au mois de septembre sur justement l'intérêt d'avoir une plateforme ELM, comme tu le dis, Amel, qui permet à la fois de répondre à différents besoins. C'est modulable et flexible, donc ça s'adapte facilement. Alors une petite direction juridique qui a un besoin ciblé sur la gestion de ses entités et de quelques contrats, elle prendra qu'une partie de la solution. Une plus grosse DJ qui traite absolument de tout, des contentieux, des mandats, etc., prendra la version complète, mais avec l'avantage d'avoir tout au même endroit. Du coup, une donnée qui est centralisée, sur laquelle on pourra plus facilement mettre des agents, alors que dès que ça commence à être réparti sur plusieurs outils différents, il faut les faire communiquer entre eux. C'est ce que je disais d'ailleurs dans la newsletter Trop de tech, tu la tech. C'est que si on ne prend que des solutions de niche pour répondre, tiens, je vais prendre la solution X pour mes contrats, la solution Y pour mes filiales des participations, et la solution Z pour mes contentieux, ils seront peut-être plus experts entre guillemets dans l'immédiat parce que voilà, quand on crée une legal tech sur une niche, c'est souvent très poussé. Mais au final, on se retrouve vite avec des données qui sont les mêmes dans les différents outils. Et soit les API sont vraiment hyper faciles à mettre en place et ça devrait à peu près bien se passer. Soit sinon, on va devoir se retrouver à développer des API entre les deux, ou avec des doublons de données à rentrer manuellement deux fois. Moi, j'ai eu le cas, j'avais deux outils différents et pour autant, les trois quarts des données de base étaient les mêmes et les deux ne communiquaient pas entre elles. Oui, c'est Et le au final, problème. j'avais digitalisé deux de mes tâches et sans pour autant de gain de temps parce que je devais rentrer deux fois les mêmes infos. Un risque supplémentaire d'avoir des infos qui étaient pas à jour d'un côté ou de l'autre. Alors qu'avec l'approche plateforme, bah voilà, j'ai une donnée d'une entreprise, d'une de mes filiales qui change, bah au moins ça change dans tous mes modules, partout une seule fois. Donc finalement, c'est pas une mauvaise chose s'il y a de moins en moins de legal tech pour aller de plus en plus vers des plateformes tout en un. Pour la charge mentale après des juristes, le fait de se dire, ben, j'ai une plateforme unique, la data, elle sert à plusieurs endroits dans mon Mhm. processus, ben, c'est là, en fait, on te facilite le travail, donc tu gagnes aussi en bien-être, hein. Et on le voit avec Microsoft, hein, et, les abonnements Microsoft il y a 10-15 ans incluaient Word, Excel, PowerPoint. Enfin, c'était quand même assez limité. Les autres étaient plus ou moins en option. Maintenant, dans les versions un peu plus enfin, entreprise de base, il y a quand même un paquet d'outils Microsoft qui sont compris dans le package même de base, parce que justement l'info circule entre les emails, la to-do, Teams, SharePoint. On va de plus en plus vers une plateforme tout en un. Euh, et moi, j'imagine très bien avoir même mon dashboard de ma DJ sur Microsoft. On peut tout à fait avoir du ticketing, Bien sûr, ouais. un CLM. Oui. Euh, voilà, je sais avant de prendre DigiTrust chez Siena, on avait une sorte de portail juridique sur SharePoint avec l'historique des sociétés, des fiches, le suivi des contrats, des prêts, des choses comme ça. Donc on y vient de plus en plus. Et je vois le temps qui passe. Alors, on va passer au dernier sujet, mais t'en as un tout petit peu parlé, Amelia, t'as amorcé. C'était parfait. T'as parlé de charge mentale, parce qu'effectivement, on parle beaucoup, quand on parle legal tech, on parle beaucoup de productivité. C'est pas mal de produire plus, de répondre, voilà, les juristes sont débordés, donc on va leur mettre de la tech et de l'IA entre les mains pour qu'ils produisent plus. Pour autant, à chaque fois que j'essaye de parler avec une directrice ou un directeur juridique, ils courent toujours après le temps. Est-ce que vraiment il y a que le sujet de la productivité ou est-ce qu'il faudrait pas parler un petit peu plus aussi du bien-être que peut apporter de façon indirecte euh, la technologie et l'IA? Ce que je veux dire, c'est que en digitalisant les tâches répétitives à faible valeur ajoutée, en mettant de l'IA sur tout ça, on se dirige quand même, j'espère, et ce serait à la limite plus un objectif à mettre plus en avant, vers moins de charge mentale. Parce que comme tu le dis, hein, c'est là aussi l'avantage d'une plateforme finance, c'est que là, on a un environnement qu'on connaît, qu'on maîtrise. Maintenant, avec de l'UX quand même assez poussé et où c'est pas des solutions hyper archaïques avec des boutons partout où on comprend rien, c'est des environnements qui sont faciles à utiliser, etc. Euh, et si vraiment on gagne du temps, on devrait aller normalement vers du temps libéré pour des tâches à plus forte valeur ajoutée, avoir plus de temps pour tout ce qui va être humain, plus de temps pour faire des réunions et se parler, pour pouvoir brainstormer, échanger, aller en profondeur, pendant que l'IA, elle, fera de son côté toute seule les tâches à faible valeur ajoutée, fera mes 50 à pro de compte passionnantes chaque année. Pendant ce temps-là, bah, on pourra réfléchir et du coup avoir
un travail qui sera plus épanouissant aussi. Et je pense que c'est un des objectifs qui est pas suffisamment mis en avant et qui devrait l'être de la tech et de l'IA, c'est que ça devrait nous permettre d'aller vers des métiers plus épanouissants. Où il faudra faire marcher notre jus de cerveau, comme disait Claire au début. Mais je pense qu'il n'y a rien de plus gratifiant finalement que de faire marcher son jus de cerveau, plutôt que après 10 ou 20 ans d'expérience, de faire une appro de compte qui est la même à peu près que l'année d'avant. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez aussi que ça devrait être davantage mis en avant du côté des éditeurs, ce côté plus humain et presque philosophique des atouts de la tech? Mmh mh. Ah ouais, vas-y. Bah, nous, de toute façon, dans notre quotidien, on en parle quand même pas mal avec Amel. Quand on évoque, par exemple, les assistants de prise de notes, de réunion, très outil assez simple, peu de complexité de mise en place en entreprise, donc un quick win et ROI rapide. Ouais. C'est ce qu'on rêve d'avoir. Bon, bah, du coup, ce type d'outil, par exemple, je trouve que en plus du ROI, on peut venir parler aussi de cette reconnexion que ça crée. C'est-à-dire qu'au lieu d'être en train, enfin, moi, en tant Mmh. qu'anciennement directrice juridique, pendant une réunion, je prenais mes notes le plus, c'était même limite devenu un entraînement de prendre des notes claires, concises, qui expliquent un petit peu ce qui se passe pendant la réunion, mais aussi les prises de décision qui ont été faites, les tâches qu'on devra se positionner pour demain. Et aussi, pendant cette même réunion, j'étais en train d'envoyer à des managers de l'équipe ou à des juristes, tiens, faudra penser à ça, tiens, faudra qu'on se parle de ça, tiens, enfin voilà. Et on a la tête partout, sauf dans la réunion et sauf dans la connexion à l'autre. Mmh. Et en fait, avec un assistant de prise de notes, on se concentre sur quoi? Bah, sur la personne à qui on est en train de parler. On est en écoute active. Exactement, ouais. On sait que les tâches, elles vont être envoyées, si on a bien mené son coup, elles sont directement envoyées dans un outil de gestion collaborative. Elles sont directement adressées aux bonnes personnes et sans qu'on ait rien à faire. Donc si on a bien automatisé les choses, en plus, ça envoie aussi le compte rendu, de la réunion à tous les participants, potentiellement aussi aux personnes à qui on a indiqué que ce type de compte rendu, il fallait qu'il soit envoyé aussi. On peut décider de quel est, enfin voilà, l'intention du rendez-vous et donc quel est le type de compte rendu associé à ce type de rendez-vous. Et donc là, on a l'esprit tranquille sur, il y a quelqu'un qui est en train de prendre mes notes, travaille pendant que moi je peux me concentrer. Et donc ça nous permet d'être à nouveau en concentration, à nouveau focus, avoir moins de distractions. Dans notre quotidien où on est over connecté à notre smartphone, à nos notifications, Mmh. à tous les médias de communication et où on est sursollicité par tous ces, bah, si on peut avoir au moins un outil qui nous aide à reconnecter les êtres humains entre eux. Pour moi, en tout cas, dans ce que j'ai pu voir aujourd'hui, c'est celui-là, celui Ouais. de prise de notes, parce que nos quotidiens, ils sont rythmés de réunions. Mmh. Et donc, avoir une réunion où je suis en train d'écrire, de chercher mon carnet, de chercher mon stylo, de faire tomber mon stylo, de me ramasser mon stylo, bref, et celui où j'ai quelqu'un qui a pris les notes pour moi pendant toute la réunion et j'ai pas eu à y réfléchir, eh ben, je préfère le nouveau quotidien. Ouais. Et ensuite, je peux prendre ce compte rendu et en faire ce que je veux avec un outil d'IA. Et donc, du coup, en créer potentiellement une présentation sur Gamma ou sur d'autres Mmh. outils. Et donc, c'est un temps qui est phénoménal de gagner, en fait, Ouais. par rapport à ce qu'on connaissait quand on n'avait pas d'IA. Donc, pour moi, ça permet la reconnexion à l'autre. Ça permet des temps d'échange avec de l'écoute active et une concentration plus élevée Mmh. que ce qu'on pouvait connaître avant. Et finalement, la tech pour la tech, c'est pas juste mettre un outil entre les mains, c'est faire gagner du temps aux équipes et que ce temps-là, il serve à autre chose, à des choses beaucoup plus qualitatives dans les interactions humaines. C'est-à-dire que ça soit du temps à prendre après au niveau des équipes pour faire un séminaire de team building, retravailler des process ou enfin voilà, La stratégie, la vision. retravailler, ouais, c'est ça, ou mieux travailler avec les opérationnels, mieux communiquer avec eux. Bah, finalement, c'est tout ça les bénéfices et à la fin, ben, moi la tech elle m'a jamais, déconnectée de l'humain. Moi, enfin qui adore, on adore être en interaction avec, les personnes, ben, on est encore plus connecté à eux, on passe plus de temps du temps plus qualitatif à la fin et je trouve que Mais rien c'est que si on parle d'un sujet ultra opérationnel, les bots, les chatbots juridiques, ça va nous reconnecter au terrain, à l'opérationnel. Ça va permettre d'analyser de la data qui est puissante pour faire des meilleures sensibilisations juridiques et de la mise en conformité en entreprise qui est plus ciblée. Donc, au lieu de passer son temps à former, je vais dire une bêtise sur, disons le RGPD, j'espère que maintenant certains piliers seront faits. Peut-être qu'on se dira demain, grâce à la data du bot juridique, bah, en fait, non, il faut que j'aille former sur la gestion des sinistres.
parce qu'en fait, c'est là qu'on a un enjeu fort d'un point de vue financier. Et donc, c'est sur cette base de data qu'on aura que les directeurs juridiques et leurs équipes pourront prendre des décisions stratégiques en termes de sensibilisation, de formation dans l'entreprise, de remise en conformité. Et donc, ça va encore plus connecter aux vraies problématiques de l'entreprise, du business, du terrain, des opérationnels qui sont peut-être loin aussi physiquement. Dans certains business du retail, c'est en magasin, dans d'autres, c'est en entrepôt. Voilà, peu importe où sont les personnes qu'il faut sensibiliser, former et acculturer au juridique. Je pense que tout ce qui est digital permet bien au contraire de relier, de connecter. Et encore plus quand on est sur des business à l'international. J'aurais pas dit mieux, Eh ben effectivement. oui, moi j'ai rien ajouté, franchement, avec des bons exemples et tout. Moi j'ajouterais peut-être quand même aussi que la mise en place de notre CLM nous a quand même pas mal aidé aussi pour améliorer les relations avec les opérationnels, mais aussi pour la gestion des contrats et la validation, les signatures électroniques avec les nouvelles technologies qui s'ajoutent en plus. Franchement, ça aide quand même énormément. Mais encore une fois, il faut passer du temps. Il faut bien choisir la solution qui corresponde vraiment à nos propres besoins et pas prendre une solution qui est mieux vendue en fait sur le marché. Voilà. Si ça nous évite Exactement. d'avoir des burn-out dans notre fonction, bah, ça sera tant mieux, quoi. Parce que moi, j'aimerais pas entendre ça, d'être un peu à la limite de la crise de nerfs. Et du coup aussi comment dire, à un moment donné, limite de détester notre métier. Et moi, je trouve que ça, c'est terrible, hein, quand on entend des personnes qui disent, Inès, je vais arrêter d'être juriste parce que, en fait, j'en peux plus, j'en peux Parce que je fais la même chose toute la journée, parce que je perds l'intérêt sur Ouais. mon poste. Ou alors des cabinets d'avocats qui nous disent, bah moi j'ai un cabinet qui réussit bien, je suis en succès dans ce que je fais, mais beaucoup trop de tâches, beaucoup trop de charges et donc à la limite de vouloir tout arrêter quand même. Donc voilà, on a effectivement ce problème-là, cet enjeu-là humain assez fort. Et on se dit qu'avec avec toute la communauté de la tech, avec tous les prestataires qui existent sur le marché et avec toutes les formations qui existent, il y a forcément un moyen d'avoir un combo gagnant qui garantit une meilleure gestion de la journée, une meilleure productivité et du coup, comme tu le disais Quentin, une productivité pas qui permet de travailler encore plus, 2 fois plus, 3 fois plus, une productivité qui permet aussi de se reposer et de prendre profiter aussi. des temps de ressources, de reconnexion, qui permettent d'être encore plus impactant et encore plus éveillé quand on recommence à travailler. Mais il y avait un éditeur Docify qui est à Luxembourg et qui fait de l'automatisation de documents. Et quand ils avaient communiqué sur LinkedIn à propos de leur solution, au lieu de parler de bah voilà, vous produirez beaucoup plus de PV en une journée, c'était bah, vous ferez les mêmes PV mais vous rentrerez chez vous à 18 heures en fait, et pas à 23. Et je trouvais l'approche très innovante et très humaine, parce que c'est la même chose. Je vais faire plus vite mes PV, mais c'est pas forcément pour en faire plus. Je vais pas m'inventer de nouveaux PV à rédiger parce que j'ai plus de temps. Je vais pouvoir faire ma journée de travail normale, complète, mais rentrer chez moi à une heure décente parce que j'aurais été plus efficace grâce à l'autre solution. Et je pense que pas mal d'éditeurs devraient mettre plus en avant ce côté humain de la tech. Alors ça peut paraître paradoxal de parler plus d'humain grâce à la tech, mais pourtant c'est extrêmement vrai. Vous l'avez parfaitement illustré chacune avec votre ressenti et vos expériences. En tout cas, je voulais vraiment vous remercier profondément déjà pour le bon moment passé à Vivatech, d'avoir accepté Même si on ne l'invitation, s'est pas croisés. même si on s'est pas croisé. Mais comme quoi, on a été connectés par WhatsApp, par différents moyens, grâce à la tech. Exactement. Et c'est resté quand même très humain, et pourtant sans se croiser. Mais en tout cas, merci beaucoup d'avoir aussi accepté l'invitation d'aujourd'hui, pour les auditeurs, sachez qu'on a improvisé cet épisode il y a à peu près 2 ou 3 jours. Mais voilà, quand le feeling est bon et quand les visions sont partagées, ça donne un épisode, je pense, assez riche et palpitant de façon naturelle. Donc j'espère que ça vous plaira pour clôturer cette première saison des Étoiles du droit et de l'innovation. Et j'aurai plaisir à vous retrouver à la rentrée. Alors je ne garantis pas dès les 15 premiers jours de septembre, hein, le temps de trouver les nouveaux invités, et je vous prépare quelques petites surprises pour ça.
Mais au plaisir de vous retrouver tous à la rentrée pour une saison 2. Merci beaucoup Claire, Amel et Daria. Merci. Merci. À très bientôt. Ciao.